Notre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Véronique Discours-Buot. Bonjour. Bonjour. Déléguée générale de la FFF, la Fédération française de football. Ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, il Absolument. y a le tirage de Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous pensez de... Non. On vous l'a déjà fait. Et on a pas mal d'appels d'ailleurs. C'est vrai. Non, c'est la Fédération nationale de la franchise, mais c'est très bien aussi, c'est un autre sujet. Pourquoi on vous a... L'interview, elle est calée depuis un petit moment parce qu'il y a Franchise Expo Paris 2020 qui devait avoir lieu la semaine prochaine. Absolument. Et donc voilà, qui n'aura pas lieu pour des raisons évidemment de sécurité sanitaire. Je crois que c'est les annonces du fait qu'on puisse plus se rassembler au-delà de 1000 dans un lieu public. C'est la jauge de 1000 qui nous a ça. posé problème finalement et qui a eu raison de notre volontarisme, je dirais, mais oui. Donc, 39e édition, donc 39e voilà, édition qui était est repoussée. importante pour vous et pour d'autres, parce que c'est pas une année comme les autres. C'est une année aussi, il faut rassurer. Et donc voilà, et donc ça n'avait plus de sens d'organiser un événement où d'habitude il y a quoi, 20 000, 30 000 personnes? Il y a plus de 30 000 personnes. On descend à 1000, ça n'a plus de sens. Voilà, une jauge à 1000, ce n'était pas tenable sur les deux halls de la porte de Versailles. En revanche, effectivement, c'est un événement annuel très important puisque c'est le moment où les réseaux rencontrent leurs candidats à la franchise et où les candidats à la franchise peuvent aller à la rencontre des réseaux, se faire une idée sur le secteur d'activité dans lequel ils voudraient travailler. Cette année, comme nous ne pourrons pas tenir ce salon, je voudrais quand même faire une annonce grâce à notre partenaire qui organise depuis 39 ans ce salon, RID Paris Expo. Nous allons mettre une plateforme qui va permettre quand même aux 370 exposants... Mais c'est pas pareil. Ben, c'est pas pareil. Mais ils vont quand même pouvoir être en lien. Il y a eu 2 reports cette année déjà. Hein. Il y a eu 2 reports, absolument. Ouais. Et ça va quand même permettre aux 20 000 inscrits de pouvoir, en ligne, faire des visios et se rencontrer. Bon, voilà. Cette année, Véronique Discours-Buot, on se dit quoi? Tous les commerces ont été affectés et en quoi est-ce que, et oui ou non d'ailleurs, les franchises ont été plus ou moins affectées? Il n'y a pas de raison que ça reste exception, je veux dire. Quand on reste chez soi, on reste chez soi. Hein. Malheureusement, il n'y a pas d'exception. Effectivement, encore une fois, ils ne sont pas affectés de la même manière. Certains secteurs d'activité sont plutôt florissants. Hein, je pense à l'immobilier. Je pense aux magasins de meubles, à tout ce qui touche l'habitat d'ailleurs, puisqu'en fait ce confinement nous a redonné envie d'investir dans l'habitat. Je pense aux services à la personne qui enregistrent de très belles croissances. Les menus services, par exemple, c'est une enseigne qui est adhérente de la fédération et qui effectivement se porte très bien. Les services à la personne, c'est-à-dire C'est-à-dire, là en l'occurrence, c'est un concept qui permet d'apporter des plateaux repas aux personnes âgées. Donc ça a été fort utile pendant la crise. Donc il y a des secteurs qui ont réussi à surnager. Absolument. Dans cette crise cette année, qui réussissent. Il y a tous ces secteurs-là. Donc habitat, immobilier, c'est lié. Hein. L'habitat, l'immobilier, vous avez le service à la personne. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans le service à la personne comme exemple? Vous avez toutes les aides, le ménage, etc. Hein, tout ce qui est le service à la personne au sens large. Après, vous avez un maximum de secteurs d'activité qui ont repris quand même le courant de leurs affaires, mais on a effectivement quelques secteurs qui sont en souffrance et vous l'imaginez bien, les bars, la restauration, le sport, etc. sont des secteurs en souffrance, ainsi que le vêtement. On a aussi certains secteurs qui étaient bien repartis après le déconfinement, comme la coiffure, etc., mais qui souffrent des mesures barrières et qui sont un petit peu plus ralentis. Voilà, donc c'est pas homogène, ça dépend vraiment des secteurs. Ce qui rend par contre la franchise plus résiliente que le reste, c'est effectivement la constitution du réseau. Très vite, par exemple, pendant cette période de confinement, les réseaux sont allés au-devant de leurs franchisés pour les aider à établir leur plan de trésorerie, à leur indiquer les mesures gouvernementales dont ils pouvaient bénéficier, à les aider à les mettre en œuvre. C'est un vrai accompagnement. Ce qui est aussi extrêmement important en période de crise, c'est que alors que toutes les entreprises avaient perdu leur baromètre et leur boussole, hein, très concrètement, quand vous êtes entrepreneur et que vous vivez une crise comme celle-ci, vous ne pouvez plus vous étalonner sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou d'il y a 10 ans, c'est impossible. Et là, le fait d'être en réseau et d'avoir ces comparaisons avec leurs pairs, avec les autres franchisés d'un même réseau, leur a permis aussi de réagir.
et de partager aussi les expériences positives des uns et de les mettre en place dans tout le réseau. Donc ça donne une vraie résilience en fait à ce concept. Ouais. On aurait dû commencer par ça aussi, les chiffres du secteur, 2000 réseaux de franchise et 78 000 franchisés. C'est ça. Aujourd'hui, c'est 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Absolument, et c'est effectivement 750 000 personnes qui vivent de la franchise. C'est ça, voilà. Ah oui. Donc c'est vraiment très important. C'est un secteur qui est en croissance. On sait ces 750 personnes, combien est-ce qu'elles gagnent en moyenne? Parce qu'il y a à la fois le franchisé et puis il y a les salariés qui travaillent avec lui. Absolument, c'est extrêmement variable et c'est aussi, ce qui rend la franchise intéressante, c'est que vous avez des modèles de franchise qui sont adaptés à tous les investisseurs et à tous les entrepreneurs. Vous pouvez décider d'entreprendre pour créer votre propre emploi et créer un petit magasin. Et vous pouvez aussi devenir un véritable homme d'affaires avec plusieurs magasins et des multifranchisés ou des plurifranchisés, ceux qui ont plusieurs enseignes. Voilà, donc c'est un modèle d'entrepreneuriat qui est très évolutif et très modulable. Mais objectivement, c'est quand même peut-être pas le bon moment de se lancer avec cette crise, la crise du commerce, le rôle d'Internet, le commerce en ligne. Est-ce qu'on se dit qu'il n'y a pas moins d'appétit cette année pour la franchise au contraire, on a connu vraiment une recrudescence des demandes sur l'observatoire, le site de l'Observatoire de la franchise. On a eu plus 33% de candidatures sur le mois d'août. Ouais. Mais c'est quoi? C'est des gens qui ont perdu leur job, qui cherchent à se relancer différemment? Oui, vous avez raison. Malheureusement, il y a une partie des gens qui se disent que peut-être, potentiellement, ils vont perdre leur job. Mais il y a aussi eu, je pense, une réflexion profonde et beaucoup de gens qui se sont dit à un moment donné, est-ce que l'enjeu en vaut la peine? Est-ce qu'il faut retourner travailler dans les grandes métropoles et peut-être regarder s'il est possible de s'implanter dans des régions où on a envie d'être et de vivre. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a 30% des franchises qui sont installées dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc dans le sujet, comment redynamiser, repeupler les villes de taille moyenne, etc. Il y a un concours, un apport pour le potentiel de la franchise. Le profil type du franchisé, on pense souvent au quadra en reconversion. Ouais. C'est un cliché? Alors ce n'est pas un cliché, c'est encore une réalité et c'est le cœur de cible, c'est vrai. Maintenant, je pense que c'est vraiment un concept extrêmement actuel et qui doit répondre en fait à des besoins de plus jeunes et de plus âgés. On voit très bien quand on interroge la population française. Vous voulez segmenter les choses, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais quand on interroge la population française, on a 31% des gens qui vous disent, moi, je rêve de devenir entrepreneur. Ah ouais, ok. Ouais. Et 34% en franchise. Donc c'est quand même. Ça rassure. Ça rassure. C'est un modèle beaucoup moins risqué que la start-up. C'est un modèle qui vous permet... Ça fait moins rêver les jeunes. Les jeunes, ils rêvent de la start-up. Ils rêvent moins parce qu'il y a une méconnaissance en fait, des possibilités qu'offre la franchise. Je crois qu'on a probablement manqué de communication. La start-up fait rêver, sauf que quand on regarde les résultats de la start-up versus la franchise, je pense que la franchise fait rêver. Pourquoi? On a 80%, plus de 80% en fait, des franchisés qui survivent au-delà de 5 ans, des nouvelles implantations. Quand, si j'écoute les banquiers, il y a moins d'une start-up sur 2 qui survit. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en franchise, vous avez un ROI qui est bien réduit. Un retour sur investissement. Un retour sur investissement qui est réduit et prévu dans le concept. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important quand vous décidez d'investir. Vous savez à peu près pour combien et pour combien de temps. Ouais. C'est quelque chose qui est difficile à faire quand vous êtes dans un modèle d'entrepreneuriat indépendant isolé, où là, vous avez à bâtir votre concept, et ça va être chronophage, ça va vous coûter beaucoup d'argent, de l'affiner, de le modéliser, de le tester. Et au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand vous commencez à avoir trouvé effectivement le juste modèle et que vous commencez à en vivre, vous avez juste oublié qu'il aurait fallu analyser le marché et son évolution. Et ça, ce qui est important dans la franchise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tête de réseau a pour objectif de régulièrement mettre à jour son concept. Donc, c'est lui qui fournit le R&D. C'est lui qui va regarder les nouvelles attentes du consommateur, le mettre à jour et le mettre à disposition de son franchisé. Mais est-ce que tout ça, ça n'a pas un coût? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est ce qui réduit le risque, ce qui fait qu'on est un peu moins seul. Après, certains disent que c'est surtout le franchiseur, la franchise, plus que le franchisé qui s'en met plein les poches.
Répondez quoi à ça? C'est pour ça qu'on a la fédération de la franchise. Hein. On veille à ce que les contrats soient équilibrés. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les droits d'entrée, 10, 20 000, 30 000, parfois 100 000 euros, plus le pourcentage sur le chiffre d'affaires, etc., que finalement, le jackpot, il est plus pour le franchiseur en que le fait, franchisé. Quand une franchise fonctionne bien, il faut qu'en fait, la valeur ajoutée, elle soit partagée. Le franchiseur, il a tout intérêt à avoir ses franchisés qui continuent à progresser. Et d'ailleurs, on a à peu près 78% des franchisés, même s'ils ont un contrat qu'ils peuvent rompre au bout de 5 ans, qui pensent le continuer, qui pensent poursuivre avec leur franchiseur. Donc c'est quand même très important. Il y a que 22% de mécontents. Absolument. De mécontents ou de gens qui pensent effectivement changer de franchise ou quitter la franchise pour des raisons d'âge ou d'autres raisons. Donc c'est quand même très important. Et encore une fois, la vertu de la franchise, c'est qu'elle ne fonctionne que si c'est équilibré. Le franchiseur a intérêt à ce que ses franchisés gagnent de l'argent et en vivent bien. Et le franchisé a intérêt à ce que son franchiseur soit aussi dans une situation qui lui permette d'assurer la R&D, d'assurer sa communication nationale. Et comment s'assurer que cet équilibre est approprié chez telle ou telle franchise? Alors, il faut bien lire son contrat, ça c'est très important. Une des tâches de la Fédération française de la franchise, qui est une fédération sélective, je dois le dire, c'est aussi d'accepter des réseaux qui jouent le jeu effectivement de la transparence dans les contrats et dans les DIP et qui permettent effectivement d'assurer cette transparence et de comprendre très clairement pour un franchisé là où il met les pieds et là où il s'engage. Ouais. Véronique Guiscourt-Buot, juste en quoi, à l'ère du Covid, la franchise est un modèle économique d'avenir? On a vu encore une fois, je reviens là-dessus, la montée en puissance du commerce en ligne pendant le confinement, avec un possible peut-être changement de mode, de façon de consommer de la part des ménages. Est-ce que ce n'est pas une menace aussi pour la franchise, pour le commerce en général et donc pour la franchise en particulier? Alors, ce que je pense, moi je crois très concrètement que ce Covid va nous amener à nous remettre vers les régions, à nous recentrer vers les régions, si je puis dire. Et le modèle de la franchise est un modèle qui convient parfaitement à ça. C'est ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure. C'est ce côté pluridimensionnel qui permet de s'installer dans des petites et des grandes villes. Donc ça, j'y crois. Ce modèle résilient qui fait qu'on n'est pas seul quand on se met dans un entrepreneuriat indépendant cependant, mais on n'est pas seul, on est accompagné. C'est aussi quelque chose qui plaide pour la franchise. Il y a énormément d'accompagnement et le fait aussi d'avoir à l'intérieur de la franchise l'obligation du franchiseur de former. Il y a une formation initiale et une formation continue. Ce qui permet quand même à des candidats qui ne seraient pas issus du secteur d'activité. C'est ça, on peut se lancer très bien dans les pots d'échappement. Même si on n'est pas un expert. C'est toujours la caricature qu'on prend en se disant, ben voilà, oui, je ne suis pas mécanicienne, mais j'ai toujours rêvé d'aller chez Midas. Ben pourquoi pas? Puisqu'en fait, on va vous former. Alors, si vous n'avez pas les compétences, on vous le dira quand même. Mais il y a une capacité de formation et donc de reconversion totale. Ce qu'il faut, c'est avoir l'appétence pour le secteur d'activité et puis un conseil, prendre le temps d'aller visiter des franchisés et de vivre un moment leur vie. Beaucoup de réseaux le proposent. C'est ceux qui sont en reconversion qui se disent bah, tiens, voilà, j'ai envie de quitter cette grande ville pour aller vivre ailleurs à la campagne ou plus proche de la nature, et qui se disent tiens, si je montais une franchise, mais laquelle? Comment on fait pour se dire voilà, on a évoqué les secteurs porteurs, service à la personne, l'immobilier, l'habitat, mais c'est difficile de... Oui, alors... Quelles sont les enseignes les plus lucratives? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a des enseignes qui sont plus lucratives pour les franchisés? Alors, on accueille des nouveaux réseaux tout au long de l'année. Il y a des réseaux extrêmement intéressants. On a 2000 réseaux déjà. Vous avez fait le plein, non? Non. Le plein n'est pas fait. Les gens sont très inventifs et on voit des très jeunes monter des réseaux de franchise. Oui, sauf que très intéressant. On n'a pas le recul historique de la pérennité du business, de nouvelles franchises qui débarquent comme ça. C'est bien la nouvelle idée, mais derrière... Alors oui, mais vous m'interrogiez tout à l'heure sur effectivement la mise de fonds. Très souvent, si vous allez dans une nouvelle franchise, vous allez avoir une mise de fonds inférieure, puisque le risque va être un petit peu... Voilà. Donc tout est lié, mais néanmoins, on voit de très belles nouvelles franchises qui fonctionnent très bien. Exemple? On a Ninkasi,
qui n'est pas encore connu en région parisienne, qui s'est développé dans la région lyonnaise. Et c'est en fait un concept qui est entre la restauration, le pub et l'événementiel. Là, on touche 3 secteurs qui sont quand même... Quelque chose d'assez intéressant, oui, ça devrait arriver. Mais secteur sinistré, pour le coup, de pub, restauration... Secteur aujourd'hui en difficulté, mais sinistré est un grand mot, je pense. En grande difficulté, c'est vrai. Mais il y a pas mal de nouveaux secteurs. Vous avez des choses intéressantes aussi comme Baby Chou, qui fait effectivement la garde d'enfants. Enfin, il y a plein de secteurs assez innovants, assez intéressants, qui se créent en franchise et qui permettent de s'inscrire dans l'entrepreneuriat indépendant, mais pas isolé. Voilà. Et la multifranchise, il y en a combien les multifranchisés, ce sont ceux qui ont plusieurs magasins, plusieurs... Voilà, la multifranchise, c'est l'entrepreneur qui a démarré et qui se dit je me porte bien au bout de 5 ans, je vais ouvrir un second point, puis un troisième, puis parfois beaucoup plus. Il y en a pas mal, c'est une grande tendance. C'est une grande tendance. C'est normal quand on a fait ses preuves sur un point de vente, on se dit on va ouvrir un deuxième. Absolument. Et puis on a l'autre modèle qui est la plurifranchise, où là je me dis j'ai plutôt envie de rester dans la même région. Mais je ne vais pas saturer le marché avec les mêmes points de vente, donc je vais plutôt ouvrir un Burger King, un salon de coiffure, pourquoi pas une boutique de chocolat, etc. Ça permet aussi de gérer le risque en cas de crise. Voilà, donc c'est effectivement des tendances. C'est ce qui fait que ce modèle de la franchise, il est très évolutif. Vous pouvez commencer petit entrepreneur et devenir un véritable homme d'affaires. On a quelques très beaux exemples à la Fédération. Bon voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Désolé pour le salon. Donc grand raout comme c'est qui devait se tenir là lundi, d'où votre invitation. On fera encore mieux en 2021. Bon, merci d'avoir été avec nous. Véronique Discourbio, donc déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Merci. Merci à vous. Au revoir.